En ce mercredi 1er octobre, on revient sur la mort d'un adolescent à Longueuil avec la journaliste Ali Dosti. On vous raconte l'histoire d'un entraîneur de soccer suspendu pour insultes et menaces. On fait le point sur le projet d'élargissement de la route 104 à la Prairie et on parle de la surpopulation de cerfs à Boucherville. Ceci n'est pas une revue de presse en compagnie des journalistes Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard, un balado de Gravité Média. Depuis le 21 septembre, la mort de Nourane Rezaï, un adolescent abattu par un policier à Longueuil, choque le Québec. Le Bureau des enquêtes indépendantes ainsi que les enquêteurs des crimes majeurs du service de police de la Ville de Montréal tentent de faire la lumière sur cet événement tragique. Pour en parler, nous recevons à nouveau à notre balado la journaliste Ali Dosti. Bonjour et re-bienvenue. Merci. Je suis contente d'être de retour au balado pour cette semaine. Mais d'abord, Ali, qu'est-ce qui a mené les policiers de l'agglomération de Longueuil à se présenter dans l'arrondissement Saint-Hubert? Peux-tu nous refaire le fil des événements? Oui. Bien, en fait, le dimanche, il y a eu un appel au 911 à 14h48 pour la présence de personnes qui étaient cagoulées et armées dans un lieu public, plus précisément à l'intersection des rues Joseph-Daigneault et de Monaco. Les policiers sont arrivés là une dizaine de minutes après. C'est relativement rapide. Puis, ce que disent les sources officielles, c'est qu'une personne a reçu au moins un tir policier. Mais bon, on l'a entendu beaucoup la semaine dernière. Là, ce qui a circulé, puis ce que les témoins ont raconté, c'est qu'il y avait eu 2 tirs du policier. Là, les premiers soins ont été prodigués sur place. On a vu des images aussi de ça. Dans le fond, il y a eu des tentatives de réanimation, mais on a constaté le décès de Nourane à l'hôpital. Comme l'intervention a impliqué un policier puis ça a mené à un décès, c'est le Bureau des enquêtes indépendantes qui intervient puis qui doit se pencher là-dessus. Peux-tu nous expliquer c'est quoi leur rôle puis qu'est-ce qui peut en découler, en fait, de cette enquête-là? Comme tu dis, en effet, quand il y a un policier qui est impliqué puis qu'il y a soit des lésions graves ou un décès, c'est le BIE qui prend les rênes parce qu'en fait, on ne veut pas que la police enquête sur la police. Puis, dans ce cas-ci, il y a une quinzaine d'enquêteurs qui sont mobilisés. À la conférence de presse, mardi dernier, la directrice du BAI a été quand même assez claire sur c'est quoi le rôle de cette instance-là, qui est en fait de faire la lumière sur les circonstances de l'événement qui a mené au décès de Nourane. Le BAI, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne peut pas porter des accusations criminelles. Donc, une fois qu'il aura terminé son enquête, il va la transférer au coroner, puis au directeur des poursuites criminelles et pénales, qui, lui, va trancher s'il y a des éléments criminels, s'il y a des accusations qui doivent être portées. Puis le BEI, d'ailleurs, dans cette conférence de presse-là, a dit qu'il avait saisi certains objets. On parlait de quoi exactement? Là, de cagoule? Oui, de cagoule. Il y avait un bâton de baseball aussi, un sac à dos et l'arme du policier. Donc, c'est un peu comme ça, de façon détournée, si on veut qu'on a compris que le jeune adolescent n'était pas armé puisqu'il avait saisi seulement l'arme du policier. Puis, il y a été question aussi, de la part du BEI, d'enquête citoyenne. En fait, il y avait un appel à la population de ne pas se faire justice soi-même puis de ne pas enquêter de leur côté, mais de vraiment laisser les enquêteurs faire leur travail. Oui, exact. En fait, il y avait une préoccupation par rapport à ces petites enquêtes-là qui étaient menées sur le terrain parce que ça peut nuire à leur travail, eux, de leur côté. Il y a des gens qui se sont retrouvés sur les lieux pour chercher de la preuve ou encore des jeunes, ou des témoins qui se parlaient entre eux avant de livrer leur témoignage au BEI. Donc, même s'il n'y a pas de mauvaise intention, il peut y avoir une contamination des témoignages entre eux, ce qui n'est pas l'idéal. On l'a vu dans cette histoire-là, c'est vraiment venu chercher les gens. Oui. C'est sûr que ça choque. Là. Peu importe, au bout du compte, s'il y a des accusations ou non, il y a un adolescent qui est mort sous les balles d'un policier. Fait que c'est pour ça que peut-être qu'on a ressenti beaucoup cette colère-là, cette indignation, cette incompréhension aussi. Puis il faut dire qu'à travers tout ça, le BEI est quand même assez réservé dans ses propos. Ils ne veulent pas nuire à l'enquête. Donc, il y a très peu d'informations qui est communiquée. Il y a même la Ligue des droits et libertés qui a critiqué ce manque de transparence-là de la part du BI. C'est pas la première fois non plus que cette critique-là est entendue. Donc, dans ce contexte-là aussi, on l'a appris le jeudi dernier. Il y a un adolescent de 15 ans qui a été arrêté par le SPAL pour avoir proféré des menaces contre un policier. Le SPAL l'avait signalé aussi. Il y a quelques policiers qui ont reçu ce genre de menaces-là. Puis il y en avait un même aussi qui a été soumis sous protection parce qu'il avait reçu des menaces en ligne, à la fois contre lui, mais aussi contre sa famille. Oui, puis tu disais c'est extrêmement émotif là, comme dossier. Puis
le BEI est parfois critiqué parce qu'il n'y a jamais eu d'accusation policière au terme de toutes les enquêtes qui ont été faites. Il y a aussi en parallèle une enquête du SPVM dans cette histoire-là. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu, eux, c'est quoi le rôle du SPVM? Oui, en fait, comme j'expliquais tantôt, le BI, il se concentre vraiment sur les circonstances qui ont mené au décès de l'adolescent. Donc, le SPVM, de son côté, étudie plus ce qui s'est produit avant. On a entendu qu'il y aurait peut-être eu un affrontement entre les jeunes qui étaient au parc ce dimanche-là. Donc, c'est vraiment autour de ça c'est sur ça qu'il va se pencher. Et aussi sur ce qui s'est produit. Et aussi sur ce qui s'est produit après. Dans le fond, ce dont je parlais, dans le fond, les gens qui peuvent aller sur la scène du crime ou qui peuvent se parler entre eux, ben c'est de l'entrave, en fait. Là. Donc, c'est là-dessus que le SPVM va enquêter. Il y a eu vraiment un élan aussi de solidarité à l'égard de la famille. Il y a différentes marches qui ont été organisées, les funérailles. Il y a eu énormément de gens qui ont assisté. Toi, tu as assisté à une de ces marches pacifiques-là en fait, en tant que journaliste, là, évidemment. Peux-tu nous décrire comment tu l'as vécu? Bien, c'est ça. Moi, j'ai assisté à la marche de samedi qui se déroulait dans le quartier où le drame s'est produit. C'est sûr que comme journaliste, ça ne peut pas faire autrement là, que de venir quand même nous toucher. C'est terriblement triste et tragique. Il y avait 500 personnes, on était quand même beaucoup. Donc, comment ça s'est déroulé, en fait, c'est que ça a commencé sur les lieux même où Noran a perdu la vie, donc au mémorial, où est-ce que les gens du quartier, de la communauté, les citoyens un peu partout sont venus porter des fleurs. Puis, bon, je l'ai vu au fil des jours aussi, à quel point ça a grossi. Ça montre à quel point c'est venu chercher, toucher les gens. Mais donc, c'est ça, on est parti de là. Puis, il y a eu une marche en silence jusqu'à un parc, le parc Marcel-Simard, qui est vraiment pas très loin. C'est la famille qui a ouvert la marche. C'était très paisible, mais aussi lourd en même temps dans cette atmosphère-là, si on veut. 500 personnes en silence, ça doit être... C'est ça. C'était pas le silence le plus total, mais on comprend l'idée que c'était très calme et respectueux. Puis, c'était à la demande de la famille, ça aussi, là, qui voulait avoir cette marche pacifique. Exactement, oui. Ils ont insisté là-dessus à plusieurs reprises. Ils voulaient que ce soit une marche pacifique. Ils disaient que pour nous, on est ici pour honorer la mémoire de Noran. C'est pas un appel à la colère, c'est pas un lieu de confrontation non plus. Et puis, ben là-dessus, je peux dire que ça s'est bien déroulé dans l'ensemble. Les gens ont bien répondu à l'appel là-dessus. Ce qui m'a marqué aussi beaucoup, c'est évidemment les témoignages une fois au parc. Bon, il y a eu la sœur de Noran qui a parlé au nom de la famille. Elle dit à quel point c'était un jeune homme brillant, attentionné, qui était profondément aimé. Puis, bien sûr, au-delà de cette... En plus de cette tristesse-là, de cette peine, il y a un désir de justice, évidemment. Donc, un appel à lancer à la fois au BEI, un souhait réel que la lumière soit faite là-dessus, puis aussi un appel lancé à l'ensemble de la société, au fond, pour pas qu'un drame comme ça se reproduise. Et ce qui m'a touché beaucoup, c'est de voir le visage des parents, à quel point c'est inimaginable, à quel point, ce qu'ils peuvent vivre comme peine, je veux dire, c'est juste indescriptible, le genre de... Les circonstances dans lesquelles ils ont perdu leur enfant, en tout cas, c'est vraiment frappant. Puis, bon, les témoignages des amis aussi m'ont quand même beaucoup touchée, de voir des ados qui, des fois, bon, ne montrent pas toujours leurs émotions. Puis là, ils étaient juste là-dedans. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Il y a un jeune homme qui avait préparé un discours. Tu voyais, il avait son petit papier. Puis finalement, au moment de prendre la parole, il n'a pas été capable de le faire parce que c'était juste trop difficile pour lui. Tu vois qu'ils sont vraiment touchés. Il avait envie de dire des bons mots à leur ami qu'ils considéraient comme un frère. Fait que tout ça, pour eux aussi, tu sentais aussi un grand besoin un grand souhait de justice là-dedans, en fait, qu'il y ait soit des accusations ou en fait qu'on comprenne pourquoi et exactement qu'est-ce qui s'est passé. Puis comment il le décrivait, justement, Noran? Parce que tu es aussi allé dans le quartier avant la marche, quelques jours après l'incident, justement, pour recueillir des témoignages. Là. Oui, bien, ses amis proches, puis même, j'ai rencontré aussi des élèves qui peut-être ne le côtoyaient pas directement, mais quand même qui le connaissaient, puis qui parlaient de lui comme d'une personne très, très douce. Il disait un gros nono qui était très attentionné envers les autres, une personne qui était bienveillante, puis vraiment intelligent aussi. C'est comme ça qu'on m'a parlé de lui beaucoup. Et sur place aussi, j'ai rencontré, en fait, Mustapha Tamani, qui est un père de famille, là, qui est le père d'une amie de Noran. Puis lui, ben, je sais qu'il joue un petit peu un rôle de protecteur auprès de ce groupe de jeunes-là. Et
le peu de temps que j'ai été là, les jeunes venaient le voir, puis le saluaient. Je sens qu'il joue un petit peu le rôle de protecteur de papa. Puis il me racontait que oui, effectivement, peut-être que ce groupe d'amis-là peut des fois être un petit peu dérangeant, peut des fois crier, puis tout ça. Il n'y a mais pas de fumée sans feu. Là. Exactement. C'est sans donner de détails. Pour lui, selon lui, il n'y a pas nécessairement de la violence, mais peut-être une forme d'insouciance reliée typique à la jeunesse. Puis, et que Noran était peut-être de ceux qui aiment bien prendre la parole, peut-être un petit peu frondeur avec les policiers, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est ressorti dans les témoignages, que le policier connaissait Noran. Le policier impliqué l'avait déjà vu à quelques reprises avant, qu'il lui aurait même donné des contraventions, par exemple, pour flandage, ce genre de petits délits-là. Donc, je pense que ça teinte beaucoup aussi la perception que les gens ont de la situation. Est-ce que au fil des témoignages que tu as reçus, tu sens qu'il y a une certaine crainte maintenant dans le quartier, soit à l'égard de la police, ou plus ou moins? Ou même le fait qu'il y avait un affrontement aussi, supposément, là, entre deux gangs. Là. Oui, bien, on m'a pas parlé spécifiquement de l'affrontement, mais... Puis je sais pas à quel point c'est répondu, mais oui, il y a une crainte. Tu sais, un des jeunes, un qui était vraiment un ami proche de Noran, qui me disait que ça a vraiment changé, tout ça a changé sa vision, qu'il y avait des policiers, parce que la police est censée te protéger, puis là, ben tout ça vient ébranler un peu sa perception. Et ben, je parlais aussi à une passante, vraiment une résidente du quartier qui disait qu'effectivement, elle avait des craintes par rapport à la sécurité. Est-ce qu'il y a des délits qui sont des crimes qui sont commis dans notre quartier? Puis est-ce que c'est sécuritaire de se promener? Je pense que ça va être ça, en tout cas, j'ai l'impression que cette crainte-là va rester quand même un certain temps, là. C'est comme si le niveau de confiance avait peut-être baissé à l'égard du SPAL, qui pourtant avait une certaine réputation, où il y a plein de programmes qui ont mis en place, communautaires un peu. Là, oui, puis de l'époque de Fadi Daguerre aussi. Oui, effectivement, on ne peut pas nier que le SPAL a une très bonne image en général. Je pense aussi qu'il y a des citoyens qui, à la base, ont peut-être une certaine réticence envers la police en général. Donc, peut-être que même ça contribuait. Je sais pas, ça embarquait plus ou moins dans leur perception de la police. Mais ouais, non, je pense c'est tellement tragique. Là. On peut pas... Ben oui, on est touché de toute façon. Mm-hmm. Donc là, le BEI enquête, le SPVM aussi. Quelles sont les prochaines étapes dans le dossier? Est-ce qu'on a parlé d'un délai ou à quand on pourrait avoir des nouvelles? Bien, le BEI ne s'est pas prononcé là-dessus. En fait, la question a été posée en conférence de presse, puis c'est vraiment impossible de savoir pour l'instant. Il est sans doute question de mois avant que l'enquête soit bouclée du côté du BEI. Puis après ça, bien, comme j'ai expliqué, il y aura d'autres démarches, d'autres étapes aussi là, avec le DPCP et le coroner. Donc, je pense que ça va prendre quand même un certain temps avant qu'on comprenne un peu plus exactement ce qui s'est passé et quelles seront les conséquences de ça, évidemment. Mm-hmm. Et merci, Ali, pour le résumé fort pertinent et éclairant aussi de cette histoire qui a touché tout le monde. Merci. On prend une petite pause et on revient avec nos nouvelles à rafale. La population de cerfs de Virginie est en forte croissance dans le secteur nord de Boucherville. Selon un inventaire aérien réalisé en février 2025, en seulement un an, leur nombre est passé de 224 à 298, ce qui représente une hausse de 33 %. Selon la littérature scientifique, la densité de cerfs dans son habitat, pour qu'elle soit optimale, devrait être d'environ 5 cerfs par kilomètre carré. Or, la densité atteignait déjà 40,7 cerfs par kilomètre carré dans le secteur nord en 2024, soit 8 fois la norme suggérée. En 2025, elle s'élève à 54,2 cerfs par kilomètre carré, soit près de 11 fois plus. Dans le boisé du Tremblay, un parc nature sur les territoires de Longueuil et Boucherville, la densité estimée est de 19,6 cerfs par kilomètre carré, ce qui équivaut à celle de 2024 pour la portion bouchervilloise. Selon le ministère de l'Environnement, la stabilité de la population est attribuable aux efforts d'optimisation de la chasse mis en place par la ville de Longueuil sur ce territoire et aussi par l'intervention d'abattage effectuée au parc Michel-Chartrand à l'automne 2024. Par contre, du côté de Boucherville, le maire dit que ce n'est pas dans leur intention d'imiter Longueuil. La ville a demandé l'inventaire pour documenter la population de cerfs, mais n'a pas de plan d'action pour l'instant. Le maire dit qu'il miserait sur la stérilisation ou la relocalisation le moment venu. Un autre recensement sera fait en 2026 à Boucherville.
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a décidé d'abandonner le projet d'élargissement complet de la route 104 à la Prairie qui avait été annoncé l'an 2021 pour se concentrer sur des interventions ponctuelles. Le ministère préfère privilégier l'entretien du réseau routier existant en raison de contraintes budgétaires et du contexte économique mondial. Donc, au lieu des 4 voies et du terre-plein initialement prévus, seules les intersections du chemin de la Bataille et du chemin Fontarabie seront réaménagées, notamment avec l'installation de feux de circulation. Le ministère affirme que ces mesures vont améliorer la fluidité pour les usagers des routes secondaires et la cohabitation entre véhicules, piétons et tracteurs. Les expropriations envisagées dans le projet initial sont donc annulées et les propriétaires concernés ont été informés des changements. Cette révision du projet déçoit toutefois le maire de la Prairie, Frédéric Galanté, qui déplore la lenteur du dossier et le manque de solutions concrètes pour résoudre la congestion sur la route 104. On rappelle que c'est une route qui est jugée accidentogène par le ministère. Il reconnaît que les feux de circulation répondent à des enjeux de sécurité, mais il doute de leur efficacité sur le plan de la fluidité. Il suggère d'envisager plutôt des carrefours giratoires aux intersections problématiques. Les détails sur le coût, la portée et le calendrier des nouvelles interventions seront connus lorsque l'appel d'offres sera lancé en 2026. Un entraîneur de soccer de Mercier a été suspendu récemment pour avoir menacé et lancé des injures à l'arbitre lors d'une finale régionale de soccer entre 2 équipes de niveau U13 masculin. Ce qui est particulier dans cette histoire, c'est que le pointage était 1-1 entre l'équipe de Mercier et celle de Châteauguay. L'entraîneur de Mercier faisait constamment des commentaires à l'arbitre qui lui a remis un carton jaune. L'entraîneur a continué, il a donc reçu un 2e carton jaune qui devient un carton rouge par accumulation et il a été expulsé du match. Au moment de son expulsion, il a continué d'argumenter et est devenu agressif. L'arbitre a décidé de mettre fin au match et de donner la victoire par défaut à l'équipe de Châteauguay. Comme c'est une finale, l'équipe a remporté le championnat régional et a eu accès au tournoi provincial par la suite. Le comportement a été décrié autant par l'entraîneur de Châteauguay que l'Association régionale de soccer du Sud-Ouest et l'Association de soccer de Mercier. Il y a quelque chose de triste pour les joueurs de Mercier qui auraient pu gagner le match autant que l'équipe de Châteauguay. Selon l'Association de soccer de Mercier, l'entraîneur ne pourra pas revenir l'an prochain sur un terrain pour diriger des joueurs. Il semble que régulièrement, l'association doit rappeler autant aux parents, aux entraîneurs qu'aux joueurs que c'est un jeu, qu'on n'est pas dans une ligue professionnelle. Julie Virgo a eu tout un choc en visitant le cimetière de l'église de Saint-Hubert. Les plaques commémoratives installées sur la fosse commune, dont celle de son petit frère Déric, mort à 3 ans, avaient toutes été déplacées et plusieurs étaient brisées. Selon ce qu'elle a raconté au Courrier du Sud, le terrain qui était couvert de terre fraîche et marqué par des traces de machinerie ressemblait véritablement à un chantier. Bouleversée, Julie Virgo a dénoncé un manque total, selon elle, de respect envers les défunts. Elle a récupéré la plaque de son frère pour la garder chez son père. De son côté, la fabrique de Saint-Hubert explique que la fosse n'était plus utilisée depuis des décennies et qu'elle a décidé de niveler le terrain pour le rediviser en nouveaux lots destinés aux urnes, faute d'espace dans le cimetière. Son président, Robert Hébert, affirme qu'après 25 ans, la fabrique peut reprendre le terrain puisqu'aucun contrat n'avait été signé à l'époque. Mais pour Julie Virgo, la façon de faire est inacceptable. Elle estime que les familles auraient dû être avisées avant les travaux. Elle déplore aussi qu'on lui ait toujours assuré que personne ne serait enterré au-dessus de son frère. On le sait, les niveaux d'eau sont particulièrement bas ces temps-ci avec l'été sec qu'on a connu. Bien, le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent a annoncé qu'il va augmenter le débit d'eau sortant du lac Ontario pour régulariser celui du lac Saint-Louis. L'objectif est d'aider les plaisanciers à sortir plus facilement leur embarcation. Le Conseil prévoit augmenter le débit sortant du lac Ontario jusqu'à 500 mètres cubes secondes le 18 octobre. Cette mesure n'aura pas d'incidence significative sur les niveaux du lac Ontario, mais le niveau du lac Saint-Laurent diminuera temporairement. Oui, le lac Saint-Laurent et non le fleuve. C'est un élargissement artificiel du fleuve Saint-Laurent qui a été créé lors de la construction du barrage Moses Saunders et qui sert de réservoir. Le 31 août, l'outil de surveillance des sécheresses au Canada indiquait que les régions du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent connaissaient une période de sécheresse modérée à grave. Cette situation a forcé diverses mesures, notamment l'allègement de certaines cargaisons de navires marchands qui passent dans la voie maritime.
Notre chef cuisinier à la rédac, Yannick Michaud, a rencontré Philippe Saint-Laurent à l'occasion du lancement de son documentaire sur la fameuse grillade de Valleyfield. Celui qui s'est autoproclamé le roi de la saucisse et propriétaire de la marque Ils en fument du bon, lui a raconté la genèse de son projet dans lequel il partage son amour pour ce mets typique de Valleyfield. Une rencontre à regarder sur les réseaux sociaux de Ma Vie, Ma Région. À surveiller cette semaine, c'est ce vendredi, après 16h30, qu'on connaîtra officiellement le nom des candidatures pour les élections municipales. Et c'est fort possible qu'il y aura des élections par acclamation. Donc, suivez nos différents sites web